Je passe la parole au docteur Karine Noët qui va nous parler des petits moyens. Bonjour. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, nous vous proposons de réfléchir à ce questionnaire. Lorsque vous devez prendre en charge un patient avec un antécédent de voie veineuse périphérique étiqueté difficile dans votre structure, est-ce que vous allez noter simplement voie veineuse difficile sur la consultation d'anesthésie? Est-ce que vous allez anticiper cette prise en charge en tenant compte de cette difficulté dans la programmation opératoire? Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser l'échographie en première intention? Et est-ce que le choix de l'opérateur qui pratiquera la première ponction est indépendant de cette difficulté notée? Donc nous vous demandons de réfléchir à ces questions pour la suite de cette présentation. Et si vous voulez interagir avec nous, vous pouvez via le chat pour nous faire part de vos réflexions. Alors, on va faire avec Marie-Laure un speed quiz pour recadrer le contexte de la voie veineuse périphérique chez l'adulte. Est-ce qu'on connaît le nombre de cathéters posés en 2015? Oui, très simple. Énormément de patients vont bénéficier de cette pose. 1,2 billion de cathéters chez les patients hospitalisés dans le monde en 2015. Est-ce qu'on connaît dans le monde la fréquence d'échecs à la première tentative? Oui, c'est entre 7 et 49% des études qui montrent un taux d'échec à la première tentative. C'est assez variable. Quelles sont les conséquences de l'échec, Karine? Ça fait mal, ça stresse. Ça stresse tout le monde, ça stresse les patients, ça stresse les praticiens, les équipes, ça stresse tout le monde. Est-ce qu'on a une évaluation standardisée de ce qu'il faut faire? Eh bien non. En fait, le problème de la voie veineuse périphérique, on en pose tellement qu'il n'y a aucune, aujourd'hui, évaluation standardisée dans l'ensemble des études. Donc, notre objectif, premier coup, on doit l'avoir. Comme au golf, trou en un, premier essai, premier succès. Alors, lorsqu'on prend en charge ces patients, la clé du succès, c'est peut-être de garder en tête l'anatomie du réseau veineux superficiel. Et lorsqu'on regarde ces planches chez l'adulte, mais également chez l'enfant, vous voyez qu'on va avoir affaire à un réseau qui est extrêmement sinueux. Et là, le challenge va être de trouver la bonne portion qui va être capable d'accepter le cathéter de la taille que nous avons choisie. Donc, trouver la portion de réseau veineux assez rectiligne qui nous permettra de monter le cathéter. Alors, est-ce qu'il y a des scores qui existent? Les premiers scores ont été évalués chez les enfants. C'est le DIVA score pour difficulté accès veineux chez l'enfant. Il tient en compte de 4 variables. La catégorie de l'âge, les enfants inférieurs à 3 ans ou inférieurs à 1 an. La notion de visibilité de la veine et la notion de la palpation possible, les 2 derniers paramètres, sous condition qu'un garrot de bonne qualité soit installé. Et il y a également comme antécédent la prématurité qui rentre en compte. Et lorsque, à ce score, on a un score qui est supérieur à 4, on sait qu'au premier essai, on a un risque d'échec de 50%, ce qui est très important. Chez l'adulte, d'autres scores ont été publiés, comme le DIVA score de l'adulte, mais vous voyez, on retrouve aussi bien l'antécédent de voie veineuse périphérique difficile, la notion de palpation, de visualisation, ce sont des paramètres simples, mais il y a d'autres paramètres plus subjectifs sur qu'est-ce qu'on pense faire la première fois. Donc pour simplifier ces scores, dans la Nouvelle-Aquitaine, avec les élèves IAD, on travaille plutôt sur un score beaucoup plus simple, de pratique quotidienne telle que vous la connaissez, avec antécédent de voie veineuse difficile, oui, non, 2 points, EVA visibilité, EVA palpation. Et lorsqu'on a un score qui est entre 4 et 5, on sait qu'on a une chance sur 2 d'avoir un succès. Ou on va dire un risque sur 2 d'avoir un échec. Alors les petits moyens, on peut imaginer avoir de l'infrarouge. Mais est-ce que ça marche? Parce que quand on y voit bien, comme chez Marie-Laure, si on regarde chez Marie-Laure, qu'on ait de la voie veineuse, même sans garrot, on y voit super bien. On voit très très bien son réseau veineux. Donc, chez les gens où on voit bien, peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt.
En revanche, chez ce patient qui avait un détégument pigmenté avec un Venn score à 5 sur 6, vous voyez ici, sur la main, on a l'impression d'avoir une portion rectiligne où on pourrait insérer un cathéter. On ne voyait rien avant. On ne voyait rien avant. On ne palpait rien. Il disait que c'était extrêmement compliqué de cathétériser ces veines. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le repérage infrarouge et on a essayé de monter un cathéter. On avait quand même des doutes. On avait quand même des doutes sur cette portion-là. On pensait que la portion rectiligne était un peu courte pour monter le cathlon. Donc, on a essayé d'insérer le cathlon et comme vous le voyez ici, on a des difficultés à monter. Et si on regarde le film qu'on a fait, donc on s'est mis dans les meilleures conditions. Vous voyez ici la portion qui nous semble rectiligne. Et donc, on n'avait pas mis de gants, comme vous le voyez, parce que on savait que ça allait être compliqué. Donc, ce n'est pas ce qu'il faudrait faire. Et vous voyez, en fait, la montée du cathéter est extrêmement difficile, même si on a un bon retour. Voilà, notre collègue ne va pas arriver à monter le cathéter. Donc, l'infrarouge peut marcher s'il y a un réseau veineux sous-jacent. Ensuite, on a regardé au pli du coude. Au pli du coude, vous voyez très bien que le réseau veineux n'existait pas. Et on a pu trouver un réseau veineux avec une portion rectiligne correcte pour monter un cathéter à la face antérieure du poignet. Donc l'infrarouge nous a permis, vous voyez, de repérer ce qu'on ne voyait pas, mais l'infrarouge ne nous permettra pas de trouver des veines qui n'existent pas. Donc il faut que le réseau veineux existe pour l'utiliser. Est-ce que ça a une conséquence de piquer plusieurs fois? On l'a dit au début, ça fait mal, ça fait très mal. Et les patients, si on les interroge, vont trouver des EVA qui vont, si on ne fait rien, aux alentours de 7, 8, 9, 10. Enfin, ce n'est pas ce que l'on cherche aujourd'hui en préopératoire. Aujourd'hui, on parle langage positif, on parle hypnose. Et là, on fait un geste qui va être générateur de douleur et d'inconfort. Donc, clairement, il faut se donner comme objectif, premier coup, succès. Alors, ensuite, on utilise aussi les crèmes EMLA. Les crèmes EMLA, bien sûr, participent à diminuer les douleurs. Et vous voyez ici que les scores maximums de 2VA sont entre 4 et 5. Donc, il faut se mettre dans les meilleures conditions pour avoir un succès au premier coup. Et dans tous les cas, diminuer cette douleur qui est inacceptable. C'est la première contact qu'on a avec le patient au bloc opératoire et on génère de la douleur. C'est quelque chose qu'on doit améliorer dans nos pratiques, c'est certain. Ensuite, lorsque ça ne marche pas avec l'infrarouge, est-ce qu'on a d'autres solutions? Il y a l'échographie et Mathilde va vous en parler dans le cadre de l'enfant. Et Laurent vous en parlera dans le cadre des PICC-Line, Midline. Juste un mot pour vous dire qu'en 2015, l'ASFAR avait publié des recommandations où il disait qu'il y avait probablement un intérêt d'utiliser l'échographie pour les voies veineuses périphériques difficiles. Au premier essai, il n'y a pas d'études qui sont franchement en faveur de l'un ou l'autre technique entre anatomique ou repérage ultrason. En revanche, cette méta-analyse publiée cet été, en 2019, montre qu'il y a un vrai intérêt d'utiliser l'échographie lorsque les patients ont bénéficié de plusieurs ponctions de voies veineuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on évalue très mal les patients, savoir s'il y a un intérêt ou pas à la première ponction, c'est compliqué. Mais du moment où on a un échec à la première ponction, pas s'acharner et probablement utiliser des moyens délivrés. Voilà. Maintenant, je pense que je vais laisser la parole à Laurent qui va vous... Il y a des questions. Finalement, on a vu que piquer du premier coup, c'est un challenge utile. D'abord, est-ce que c'est un vrai... Tu as dit que c'était qu'il y avait la douleur, qu'on pouvait utiliser l'apport de l'hypnose. Mais au final, est-ce que ça a été évalué, l'impact sur la relation avec le patient de ces échecs des ponctions veineuses? Est-ce que finalement, c'est si important que ça d'y arriver du premier coup? Oui, alors c'est important parce qu'après, il y a quelques études qui ont évalué les ressentis de douleur en post-opératoire et les patients qui décrivent une douleur préopératoire sont associés de façon intéressante
avec des patients qui ont des scores de douleur en post-opératoire plus importants. Donc aujourd'hui, il y a très peu d'études dans ce domaine, mais les premiers essais cliniques seraient en faveur de cette situation. Et puis, de toutes les façons, aujourd'hui, on travaille à fond sur accueillir le bien-être au bloc avec les patients. Il est inenvisageable de ne pas mettre dans le package la voie veineuse, sachant qu'elle est transporteuse de douleur induite. Donc aujourd'hui, c'est dans la stratégie globale, oui, il faut le faire, et probablement qu'on montrera peut-être que ces premières études seront confirmées ultérieurement avec des scores de douleur plus faibles. Alors, une autre question, qui est une question qui est quelque chose qu'on entend souvent, c'est l'EMLA, est-ce que ça n'empêche pas de piquer? Est-ce que ça enfin, on a tous entendu, ça vasoconstricte, donc après c'est plus difficile. Oui, tu as entièrement raison. Il y a 2 types d'études dans la littérature. Ce sont des petites séries qui vont évaluer le taux de succès et également la douleur lorsqu'on pose des pages d'EMLA. Et il y a 2 types de résultats. Soit on a une diminution de la visibilité, soit on n'en a pas. Mais lorsqu'on regarde la méthodologie, vous avez vu les scores qui évaluent la difficulté pour la voie veineuse périphérique datent de 2018-2019. Donc en fait, les patients ne sont pas sérieux, ne sont pas identifiés. Donc il est difficile aujourd'hui de dire de façon certaine, avec de la littérature, oui, ça facilite la ponction, non, ça la rend difficile. Aujourd'hui, dans la littérature, ce n'est pas assez montré. Est-ce que, parce que il y a quand même beaucoup de questions sur le sujet, est-ce qu'il y a des travaux qui montrent qu'il y a une diminution de la visibilité ou une diminution du diamètre? Alors, la diminution de la visibilité et du diamètre, ce sont les études des années 90 à 2000 qui étaient en faveur de ces résultats. Mais les nouvelles études de 2010 ne le décrivent pas. Mais les premières études qui ont été publiées entre les années 90 et 2000, elles étaient toutes dans cette orientation. Aujourd'hui, c'est... Vas-y. Oui, alors, du coup, j'ai quand même aussi une petite question parce qu'on parle des petits moyens de façon séparée. Est-ce que c'est aussi intéressant d'associer ces petits moyens, c'est-à-dire mettre de la crème EMLA, ensuite d'utiliser le vein viewer et d'utiliser l'hypnose? Est-ce qu'on peut penser que l'association des petits moyens va permettre d'augmenter ce taux de réussite? Ce taux de réussite sera augmenté chez les patients qui sont identifiés difficiles. Donc, à ce jour, il n'y a pas de données qui vont dire qu'il ne faut pas le faire. Bien sûr qu'il faut avoir une stratégie. La stratégie, c'est 0 douleur, succès au premier essai. Donc oui, plus on va associer les moyens et plus on va augmenter ses chances de bien y voir, de ne pas avoir de douleur à la ponction, pour avoir un succès, on doit mettre tout ça dans le même on va dire, groupe de moyens. En revanche, ça ne sera valable que sur des patients identifiés avant, difficiles à perfuser. Alors, une dernière question d'un médecin qui dit qu'elle prend soin, elle pose ses voies veineuses sous communication thérapeutique, elle réchauffe les patients et elle demande ce que l'on pense de l'induction inhalatoire quand on n'arrive pas, quand on sait que ça va être difficile. Alors ça, c'est Mathilde qui va vous en parler parce que c'est notre pratique quotidienne chez l'enfant. Bien oui, avec certaines règles de sécurité, il faut s'assurer que le patient ne soit pas difficile à ventiler. Mais bien sûr, dès la deuxième ponction, se poser la question d'une solution secondaire est excellent. Et bien sûr, l'anesthésie inhalatoire est une solution que l'on fait beaucoup lors des soins dentaires chez les patients un petit peu déficients. C'est des techniques qu'on doit garder et savoir faire chez l'adulte dans ce type de situation.